Dans le monde tiny, il y a la sensation qu'on invente quelque chose. À mon avis, on réinvente quelque chose. L'idée d'itinérance et de micro-habitat et d'habitat modulaire, ça remonte à tellement loin qu'on peut se dire que c'est un truc un peu transversal. On est moins enfermé dans un petit espace de toute façon, puisqu'on y reste moins. Bonjour, je suis Geoffrey Gouverneur du blog Maison et Village Vert et je vous présente aujourd'hui une interview de Thomas Longhi, le fondateur des cahutes. Les cahutes, ce sont des tiny house ultra mobiles. Elles font à peu près la moitié de la taille d'une tiny house habituelle. Et elles n'ont qu'un seul essieu. Et ça change tout. Déjà parce qu'il suffit d'une voiture d'à peine 90 chevaux pour la tracter. Le succès des cahutes est phénoménal et Thomas ne cesse d'innover avec le lancement par exemple des cahutes serre. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Le projet cahute naît avec l'idée de faire une tiny house qui accepte complètement sa filiation avec le monde de la caravane, du véhicule de loisir, avec le monde naissant de la caravane reconnue habitat, puisque c'est quelque chose qui date de 2008, donc c'est encore relativement jeune, mais qui aille piocher dans les deux mondes, disons le monde domestique, tiny house, et le monde caravane, en essayant de mixer tout ça avec l'impératif de matériaux naturels. Et donc on l'attache et on part sur n'importe quelle route. Absolument. Et on peut rouler jusqu'à 90 km/h. Oui, enfin on peut rouler plus vite en fait, mais c'est pas forcément intéressant, puis on va consommer d'autant plus, donc c'est la même différence qu'il y a entre un vieux van Volkswagen et un camping-car super moderne. Et après, on peut s'installer n'importe où. Alors ensuite on est dans la législation caravane. C'était ça aussi l'idée de faire cette tiny house homologuée, c'était qu'on puisse pas être interprété. Parce que passer les premières années où la tiny house était un objet nouveau et confidentiel et où on pouvait espérer contourner un peu les règles d'urbanisme, ça s'est très très vite terminé. Ouais, les collectivités peuvent interpréter l'objet tiny house en fonction de leurs préférences. Donc ils peuvent le ranger dans la caravane, ils peuvent le ranger dans le mobil-home. C'est problématique puisque dans la caravane on a des contraintes mais on a aussi des droits. Dans le mobil-home par contre les droits sont très limités, c'est-à-dire c'est terrain de loisirs, terrain de camping et puis c'est tout quoi. Le risque c'est d'être assimilé mobil-home pour justifier un refus d'implantation sur un site. Et de toute façon le rêve de je m'installe sur un terrain agricole, ça marche avec rien, ni avec une caravane, ni avec un mobil-home, ni avec rien. Pour s'installer sur un terrain agricole, il faut être exploitant agricole. Et encore, c'est même pas forcément autorisé. C'est pas le type d'homologation de l'objet qui va permettre de s'installer sur un terrain agricole ou sur une zone naturelle. C'est une démarche après. Pour arriver à cette démarche d'après, il me semble plus intéressant d'être reconnu comme une caravane parce que la caravane est un habitat. Donc en fait, c'est plus ça qu'on cherche. Et ensuite, une fois qu'on rassure sur le fait que c'est bien un habitat, on peut aller à l'étape suivante qui est comment faire pour s'implanter sur des zones sensibles, sur des zones naturelles, sur des parcs naturels, sur des zones agricoles. J'ai ma cahute, je me déplace. Est-ce que c'est compliqué de trouver un endroit pour la poser? Alors en caravane, on peut rester jusqu'à 3 mois à peu près n'importe où, sauf PLU qui spécifie une interdiction des caravanes. En fait, des PLU qui le spécifient, il y en a plein. Donc déjà, il ne faut pas se dire que la règle des 3 mois s'applique partout, c'est pas vrai. Il y a une tolérance qui est une tolérance réelle à partir du moment où la caravane n'est pas dételée, c'est-à-dire elle reste attelée à la voiture et elle n'est pas calée. Il y a une tolérance de 2-3 jours. Donc quand on est itinérant, en fait, on arrive avec une caravane très facilement à passer une nuit ou deux dans un endroit. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait le choix de commencer par aller voir les policiers ou la gendarmerie quand je me déplaçais et quand je m'arrêtais quelque part, d'aller vraiment sonner à la gendarmerie en disant voilà l'objet dans lequel je voyage, je voudrais dormir, où est-ce que je peux me mettre? Et ça s'est toujours très bien passé en fait. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a les histoires de discrimination sont nombreuses ensuite. Donc tout le monde ne va pas avoir la même tolérance, tout le monde va pas avoir... C'est un peu tout le problème d'ailleurs. C'est pour ça qu'il serait vraiment bon que les communes mettent en place des choses, cadrent un peu les choses pour le rendre possible. On le voit bien pour les voyageurs français, il y a une obligation des communes d'avoir des terrains d'accueil, il y a plein de communes qui préfèrent payer
des amendes plutôt que de faire un terrain d'accueil, ce qui génère des problématiques. Il y a trop peu de terrains d'accueil, donc ils sont trop blindés, ils sont trop demandés, donc les gens qui s'y installent ont tendance à y rester parce qu'ils ne savent pas s'ils vont trouver un autre. On peut se dire que pour ces nouveaux nomades et ces nouveaux itinérants qui sont en train de sortir de terre et qui sont de plus en plus nombreux, il va y avoir aussi des solutions à trouver. Le premier avantage de la caravane, c'est d'avoir accès au terrain de camping, très clairement. Et c'est pas une mauvaise chose, en fait, tout dépend des terrains de camping. Là, on est sur un camping plutôt nature et plutôt simple, avec des emplacements qui sont pas, qui sont pas délimités par des haies, tout ça. Je pense que beaucoup de gens qui vivent en tiny peuvent avoir envie de se retrouver sur des espaces comme ça. Ça résout tout un tas de problèmes. Il y a des espaces communs pour tout ce qui est énergivore, on a des machines à laver. Enfin, ça résout plein de problèmes. Et en fait, si le territoire était très maillé, encore une fois, de ce genre de petits espaces qui peuvent accueillir des gens en mobilité, et ben déjà ça marcherait vachement bien. Les premières tiny aux États-Unis, elles ont émergé quand moi j'étais en pleine reconversion pro. Je me rappelle avoir vu les premiers articles pendant que j'étais en formation pour adultes pour devenir menuisier à 30 ans. Directement, tu as cherché un habitat un peu plus petit, plus pour la mobilité. Ouais, en fait, avoir des roues pour contourner des règles d'implantation ou d'aménagement, ça me paraissait pas intéressant. Ce qui me paraissait intéressant, s'il y a des roues, c'est le voyage ou une micro-mobilité sur un même terrain, mais en tout cas de la mobilité. S'il n'y a pas de mobilité, je vois pas l'intérêt de s'embêter avec toutes les contraintes que représente la tiny house. Alors que si on utilise la mobilité, les contraintes sont équilibrées et là on peut aller vers quelque chose qui a du sens. Même si je fabrique des grandes tiny de 3,5 tonnes, je vois bien, même en tant que fabricant, qu'elles n'autorisent pas la même légèreté mentale et donc la même disponibilité. Une fois qu'elle est calée, on n'a pas très envie de... ça demande un effort supplémentaire de le rendre à nouveau mobile. Donc je voulais être en simple essieu pour ça. Ne serait-ce que la tourner, la faire pivoter par exemple en simple essieu, c'est simple, en double essieu c'est compliqué. Ne pas avoir à repasser un permis, à repasser le code, ne pas avoir à chercher un véhicule tracteur très puissant pour déplacer 3,5 tonnes. La classique fait 3,60 m sur 2,20 m. La classique elle fait 3,30 m. 3,30 Ouais, 3,30 m sur 2,20 m. La combi elle fait 3 m sur 2, elle est particulièrement... c'est celle dans laquelle on est. Ouais, qui est assez cocooning. J'avoue que les espaces sont... On s'y sent très très bien. On a envie juste de se poser, peut-être à mon goût, peut-être plus encore que sur la classique. Ouais, je pense aussi, ouais. Et pour la mobilité, il faut pas... je pense qu'elle est vraiment faite pour deux. Au-delà, elle a été pensée pour 3 parce qu'il y avait au départ une mezzanine. Ah, d'accord. Mais la mezzanine, ça c'est un prototype dans lequel on est, et qui a été financé par la région Bretagne par la cellule innovation de la région. Justement pour développer du tourisme itinérant en région Bretagne. Ça répond aussi à une problématique touristique importante dans le tourisme durable, qui est comment générer des flux entre le littoral et le rétro-littoral, dans les zones comme la Bretagne, mais ça peut concerner aussi toute la côte atlantique. Comment est-ce qu'on désengorge la côte et comment est-ce qu'on crée des flux touristiques, donc des flux aussi économiques, vers l'intérieur des terres, dans l'arrière-pays. En Bretagne, c'est intéressant parce que c'est la première région agricole de France et qu'il y a une énorme disparité entre la côte et les terres. Et on pourrait imaginer un peu sur le modèle de ce qui s'était fait à un moment donné avec la politique agricole commune, la diversification des ressources des agriculteurs, pouvoir accompagner des exploitants en transition bio ou en bio sur des parcelles plus petites, qui pourraient avoir le bénéfice aussi d'une activité touristique annexe en mettant à disposition une partie de leur terrain pour accueillir justement ces nouveaux habitats mobiles pour un tourisme itinérant un peu innovant, moderne, plus respectueux de l'environnement et tout ce vocabulaire qu'on entend maintenant partout. C'est horrible, qui va finir par être dilué dans les discours d'énarques. Avec un ensemble d'acteurs associatifs, mais aussi privés, et même institutionnels, on commence à réfléchir vraiment à cette notion d'habitat réversible. Ça inclut la mobilité, mais pas que, parce qu'on peut avoir un habitat réversible, on parlait hier des carters, c'est tout à fait dans cette idée d'habitat réversible. Pour dire, on n'impacte pas le territoire, on n'imperméabilise pas les sols, notamment. On peut générer des nouvelles formes de tourisme et utiliser cette ressource financière
pour autre chose que pour des dividendes. Et est-ce que ce projet avec la région, ça aboutit? Ben, c'est différentes étapes, différentes phases d'expérimentation. Les premières expérimentations étaient vachement intéressantes. Après, le problème, c'est s'en emparer et le développer. Et moi, sur Kahoot, je me suis fait un peu happer par le carnet de commandes de cette société. Ce qui m'a pas permis, pour l'instant, de développer la partie usage et projet annexes. Ça va changer dans les mois qui vont venir. D'accord. Mais avec Kahoot, j'ai rencontré vraiment une problématique de start-up, c'est-à-dire une entreprise qui grossit beaucoup trop vite, enfin en tout cas beaucoup plus vite que ce que j'avais envisagé. Et alors que j'avais créé la société plutôt autour de projets, c'est-à-dire fabriquer des maisons pour faire des choses avec, on m'a tellement demandé de maisons que je me suis mis à faire que des maisons. Et d'un autre côté, ces projets sur lesquels je travaillais il y a 4 ans et qui étaient... sur lesquels personne ne travaillait à l'époque, là je les vois se reproposer à moi à travers justement des startups, des incubateurs, créer des réseaux d'accueillants, créer des espaces dans des zones naturelles pour faire de l'hébergement provisoire. Avant de revenir sur les usages, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire, est-ce qu'on peut reprendre un point technique sur la fabrication, sur les matériaux qui sont locaux, sur le côté low-tech est extrêmement pratique, et j'ai dormi dedans et c'est vrai que c'est très fonctionnel. Là j'ai fait passer 10 jours en van et on respire. D'ailleurs pour les gens qui vivent, c'est pas du tout le même objectif de vivre. Moi c'est pas très loin en fait, je me sens beaucoup plus proche de la van life que de la tiny house en fait. Déjà avant j'étais en van. Et l'idée de la tiny, c'est aussi né de cette expérience du van, où quand on se retrouve bloqué pendant longtemps par mauvais temps dans un petit van, c'est bien quand on est seul ou à deux et quand on est jeune. Non pas que je ne sois plus jeune, mais il y a un moment où on en a marre de vivre à genoux. On a mal aux genoux, on a mal au dos, ça commence à tirer un peu. Et puis quand on est longtemps à l'intérieur, en van, on manque justement de volume. De volume. Et c'est pas qu'une histoire de mètres carrés, et c'est pas qu'une histoire de volume de stockage ou de confort. Moi, ce que j'ai retiré le plus de mes années en van, c'était justement le plaisir de faire avec très peu et de jouer avec des choses qui ressemblent pas à la maison. C'est beaucoup plus... C'est ça qu'on garde après, en fait. Donc, essayer de ressembler à la maison, ça me paraît pas très intéressant. En tout cas, le van ou la tiny ou la caravane, c'est un bon espace pour le remettre en question, l'interroger. Après, on peut se dire que ce qu'on a à la maison est bien. Par contre, il manque de l'espace vide, de l'espace pour rien. C'est pour ça que je tenais beaucoup à mes toitures à 2 pans. C'est pour ça que je fais pas de tiny avec des toitures plates, même si le grand rectangle, c'est le volume le plus utilisable en fait. Je cherche plutôt à avoir de l'espace vide. On va dire, plus j'y travaille, plus ma tiny idéale, c'est une maison japonaise, quoi. De la hauteur, des cloisons coulissantes, des plans de travail qui ont plein d'usages différents en fonction des personnes, des moments, des besoins. Des tatamis au sol qui sont à la fois isolants et sur lesquels on peut dérouler un matelas ou poser une table basse, ou enfin voilà. Je vais de plus en plus vers un truc assez extrêmement simple, mais en fait j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de l'inventeur de la tiny house, Jay Schaeffer, qui s'est fait sa maison et qui va de plus en plus vers des trucs petits et simples, et je trouve ça chouette de voir qu'en fait c'est une direction possible, parce qu'il y a toute une autre direction du mouvement tiny qui au contraire, alors aux États-Unis c'est particulièrement flagrant, ils vont vers de plus en plus grand. Maintenant c'est 3 essieux, maintenant ça sera 4, 5, 6 essieux, ça devient des trains quoi. Et en France il y a tout ce jeu d'architecture hyper compliqué, ce que je trouve chouette. Enfin, j'ai pas de jugement moral ou éthique par rapport à ça, je trouve ça vraiment hyper bien. Moi personnellement ça m'intéresse pas du tout, et je trouve qu'il encore une fois, c'est pas un truc, c'est pas grand chose une tiny, je pense. Je trouve important que la structure, la coquille, l'enveloppe soit bien faite, soit
durable avec des bons matériaux, que l'air intérieur soit bon, enfin voilà. Mais ensuite, à la limite, moins il y a de trucs dedans et plus on peut, c'est tellement petit, Ouais. moins il y en a et plus on peut l'interpréter, plus c'est intéressant. Donc, c'est un plateau, beaucoup de peupliers, Que du peuplier. que du peuplier, Ouais. avec un mot que je ne connaissais pas il y a encore un mois et demi, c'est de rectifier. Ouais. Donc c'est une technique qui vient du Japon encore. Alors c'est comme le sushugiban japonais, c'est de rendre durable un bois qui l'est pas. La première idée c'est de ne pas utiliser de résineux. Donc que des feuillus. Le red cedar. On n'utilise pas. J'en ai mis sur quelques maisons et vraiment j'en remettrai jamais. Parce que ça a un bilan écologique qui est vraiment pas bon et parce que le fait de planter, enfin il y a des zones naturelles dans lesquelles il y a des résineux, c'est très bien, ils sont très bien là, c'est leur habitat original, il n'y a pas de problème. Il y a tout un tas d'autres zones où on a planté des résineux parce que la filière bois les demandait. Et en fait, Erquy, c'est plein de pins et du coup il y a plein de parasites. C'est un arbre qui n'est pas fait pour être ici. Et puis il n'y a pas de renouvellement des sols avec les résineux. Le soleil arrive jamais jusqu'en bas, donc il n'y a pas de saisonnalité. Il n'y a pas de vie du sous-sol, il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de matière qui se dégrade. Donc les sols ont tendance quand même à se raviner au fur et à mesure des grosses pluies. Défendre l'usage des feuillus dans l'habitat, dans la construction, c'est aussi promouvoir la plantation de feuillus à usage de construction et donc à retrouver un impact positif sur les sols. Après en Bourgogne, en Bretagne, on fabrique en peuplier des granges, des fermes depuis toujours en fait, c'est assez récent. C'était la construction classique, c'est du peuplier, les riches construisent en chêne, mais l'arrivée de chevrons en sapin, c'est quand même relativement récent. Et on a des vieilles granges qui vont très bien, qui ne sont pas bouffées par les... J'ai l'impression que c'est en ce moment c'est un peu le renouveau du peuplier qu'on redécouvre. Ouais, c'est bien. Moi il y a 4 ans je galérais pour en trouver, il fallait vraiment que j'achète des grumes entières, de pas très bonne qualité, pas trop suivies, parce que c'est du bois de palette essentiellement. Et là les archis aiment bien parce que c'est un bois blanc, et il reste blanc, contrairement au sapin qui jaunit vachement vite. Même rectifié, il reste blanc? Alors non, rectifié, il est vraiment marron chocolat et il grise à l'extérieur très vite. La rectification, donc comme le sushugiban, ça sert à rendre durable le bois. Les Japonais, ils le brûlent, ils le carbonisent vraiment. C'est toujours l'idée de toute façon de retirer l'humidité du bois pour qu'il ne la reprenne pas et que les insectes et les champignons n'aillent pas le dévorer, quoi. Le dégrader. Nous, la rectification ou le thermochauffage, c'est un procédé au four. En fait, le bois est cuit. Alors, selon les techniques, il peut être cuit à sec ou cuit à la vapeur. Nous, dans notre cas, il est cuit par excès de vapeur. C'est vous qui le faites ou vous... Non, c'est une boîte qui s'appelle Ducerf, qui est en Bourgogne. Ducerf, ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'occupent. Ils ont leur bois, ils ont leur four, ils ont toute la chaîne et c'est une petite entreprise et ils ont vraiment un produit qui est excellent, vraiment excellent. Donc j'ai 4 ans de recul sur ce produit-là en extérieur, mais en extérieur, en bord de mer, avec toutes les tempêtes qu'on se mange dans les dents ici, et la surhumidité bretonne. Et que vous peignez? Alors que je peins ou pas, il n'y a pas d'obligation de le peindre. Moi j'aime bien je fais des peintures à l'ocre, donc j'aime bien peindre mes maisons, parce que je trouve ça beau déjà. Ça protège toujours le bois en plus. Mais j'aime bien la façon dont les peintures à l'ocre se délavent au fur et à mesure. C'est une peinture qui n'est pas filmogène, donc quand on repeint directement par-dessus. Et c'est aussi sympa de changer de couleur de maison, ou de remettre un coup de frais, enfin voilà, ça fait partie. L'entretien de la maison fait partie du plaisir aussi d'avoir ces petites maisons en bois. C'est l'inverse de la menuiserie alu ou PVC qu'on jette en fin de vie. Là, on entretient et ça dure tout le temps. Et les panneaux, c'est des panneaux en... Alors à l'intérieur, là c'est des panneaux en bois massif, c'est du 3 plis. D'accord. Sur celle-ci, c'est un 3 plis épicéa pour le coup, parce que pour l'instant le 3 plis, donc ce système de couches croisées, mais qui sont pas du contreplaqué, hein, donc il y a très peu de colle, et c'est des colles blanches. Là on travaille avec Ducerf justement à la création d'un 3 plis de peuplier, qui pour l'instant n'existe pas. Ça aussi c'est intéressant de pouvoir accompagner l'industrie dans sa propre transition en fait. Donc elle est travaillée sur un 3 plis de peuplier et ensuite elle est travaillée sur les colles utilisées pour ce 3 plis. Ça fait aussi partie, je pense, de nos missions en fait, d'artisans,
que de faire remonter des besoins ou des idées, et d'essayer de les mettre en œuvre et d'accompagner une petite branche industrielle pour que l'impact de cette industrie soit le moins mauvais possible. Donc voilà, donc parement en bois massif, extérieur bardage en bois massif. L'ossature, c'est du peuplier massif, pareil. Toute l'ossature, hein, les solives, enfin, le plancher, l'ossature intérieure, la toiture. Et ensuite, on est couvert en haut en aluminium laqué. Donc là, c'est un artisan qui fait ces couvertures en alu. Et l'isolation, c'est du liège. Alors, côté technique, il y a toilette sèche. Ouais, toilette sèche à séparation. À séparation, ouais. Ouais. J'avais jamais essayé, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Ça permet de valoriser les déchets beaucoup plus facilement que les toilettes sèches à copeaux. Et ça évite d'avoir à chercher des copeaux. Et ça évite de mettre des copeaux de mauvaise qualité dans ces toilettes sèches. Ce qui est embêtant, parce que quand on met des copeaux de bois traité dans ces toilettes sèches, c'est pas top. Ni pour le compost après, ni pour l'hygiène des toilettes sèches. Parce qu'il n'y a pas de douche dans les classiques Si, ou dans... si. Si, tu peux les mettre à l'extérieur ou à l'intérieur aussi? Il y a plusieurs systèmes, plusieurs dimensions. En fait, tout dépend de l'importance que ça a, enfin, puis l'usage qu'on en a. Il y en a qui ont des douches toutes petites, vraiment façon caravane, douche assise, on s'assoit sur les toilettes qui se rabattent avec des systèmes étanches et puis on prend la douche assise. Je suis assez convaincu par la douche assise, moi, à vrai dire. Ça colle pour tout le monde, en fait, ça fonctionne pour tout le monde. Ça permet de laver certains endroits beaucoup plus facilement quand on est debout, par exemple. On a plus facilement accès à ses pieds. Et c'est intéressant en design global de pouvoir trouver une solution qui marche pour tout le monde. Ça marche pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes avec des problématiques de mobilité. Donc c'est intéressant. Ça évite d'avoir besoin de vachement de hauteur, donc ça permet de faire des zones dans la tiny qui sont plus basses. De ne plus avoir besoin de 2 mètres forcément dans la salle de bain, puisqu'on est assis sur les toilettes, assis sur la douche. Mais ça peut être aussi des très grandes douches. Là j'en ai fait 3 avec des douches qui font 1,20 m. Des grandes douches en cuivre d'1,20 m sur 80 cm. Il fallait de la place pour la douche dans ce cas-là. Donc, là, c'est plutôt sur des modules de 6 mètres que tu fais ça? Ah non, même sur des petites. Ah d'accord. Bon. Ouais, on peut accorder vachement d'importance à la salle de bain. Après, ça reste une maison. En fait, on peut aussi imaginer transformer l'aménagement. C'est pas figé. Contrairement à une caravane qui, elle, est figée parce que l'aménagement est structurel dans une caravane. Vraiment. Si on retire les placards, ça se casse la gueule. En cahute, c'est un peu différent. On peut aussi transformer après l'aménagement. On peut upgrader sa maison. Ensuite, au niveau électricité, la maison peut être autonome. Moi, je fais quasiment que des maisons autonomes. C'est très très rare que je fasse des maisons destinées à être raccordées au réseau domestique. Les réseaux autonomes comprennent une deuxième voie, en fait, une voie parallèle qui permet de la brancher, d'alimenter l'ensemble. Mais la plupart de mes clients, ils vivent en autonomie, ouais. Donc il y a une centrale solaire. Centrale solaire, un panneau qu'on peut placer. Centrale solaire, c'est le ou les panneaux ouais. Qu'on place à l'extérieur, plus ou moins loin proche de la maison. Enfin, on peut vraiment les éloigner. Et surtout, on peut les orienter en fonction de... Enfin, on peut décorréler l'orientation de la maison et l'orientation des panneaux. Et orienter pour autant les panneaux le mieux possible et changer leur inclinaison en fonction des saisons. Voir leur orientation en fonction des moments de la journée. Donc on arrive avec... Souvent, les dimensionnements solaires, on les fait en fonction des conditions les pires. Du coup, on a tendance à surdimensionner pour avoir une moyenne convenable. Dès qu'on peut bouger les panneaux, par exemple, les orienter différemment entre le matin et le soir, on va arriver avec un panneau beaucoup plus petit à produire beaucoup plus puisqu'on produit plus longtemps dans la journée. De la même façon, si on l'incline énormément l'été et relativement peu l'hiver, on arrive à suivre, à s'adapter à la course du soleil et donc là aussi à pouvoir dimensionner d'une façon très réduite pour un rendement hyper important. Donc ça demande encore une fois de l'entretien et tout ça, on est d'accord. Une petite batterie qui permet d'alimenter un réseau en 12 volts, plus pouvoir charger un ordinateur ou faire tourner une petite machine. Ou produire du 230. Du 230. Après, là aussi, on dimensionne la batterie en fonction des besoins. Souvent 90 ampères en lithium, 90 ampères ou 100 ampères, ça permet déjà d'avoir une belle ressource. Pour l'eau, c'est des cuves que l'on remplit. Alors, est-ce qu'on peut récupérer l'eau de pluie par le toit? Ouais, on peut. Pour l'instant, je le travaille pas du tout. Je le travaille pas parce que en fait je suis pas encore convaincu moi par ce truc de l'eau de pluie, je dois dire.
Je me suis tout de suite placé dans l'aspect moi aussi un peu réglementaire et légal avec cette tiny. Donc il y a plein de gens qui expérimentent vachement de trucs sur la récupération d'eau de pluie et je trouve ça super intéressant, enfin super, ouais, même passionnant. Mais de fait, en France, l'eau de pluie, on a le droit de l'utiliser que pour les toilettes ou la machine à laver ou l'arrosage ou l'entretien de la maison. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour entretenir la maison, on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de toilette à eau. Donc en fait, l'eau de pluie, légalement, on n'a pas d'intérêt à la récupérer parce qu'on n'en aurait pas l'usage. En réalité, il y a plein de gens qui boivent leur eau de pluie. Dans ces cas-là, c'est effectivement hyper intéressant. Mais en tout cas, ça reste pas autorisé. D'accord. Donc, en tant que pro sur ce que je vends, Oui. C'est pas une responsabilité que je vais prendre. Après, d'un point de vue personnel et en termes de recherche, oui, on travaille sur la récupération de pluie et c'est un sujet hyper intéressant. Mais comme la désalinisation, c'est hyper intéressant aussi d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai vécu sur un bateau qui désalinisait son eau et ça fait 10 ans, 15 ans qu'il boit son eau désalinisée. Il y a zéro souci. Il n'y a pas de carence en minéraux. Aucune carence. Il avait recherché un petit peu parce qu'il avait toute sa famille qui vivait sur l'eau de pluie, enfin sur l'eau désalinisée. L'apport des minéraux vient essentiellement de la nourriture et finalement assez peu à moins que tu fasses un jeûne. Et concernant le chauffage, parce que si on va dans des zones très froides du nord. Le chauffage, pour l'instant, c'est du chauffage gaz, c'est-à-dire qu'avec le solaire, on ne peut pas alimenter des choses qui demandent beaucoup d'énergie en très peu de temps. Donc chauffage, cuisson, production d'eau chaude, tout ça, pour l'instant, ça reste du gaz. Donc ça reste discutable, pas satisfaisant. Le solaire aussi, pour l'instant ça repose sur des panneaux photovoltaïques et sur des batteries lithium qui ont eux-mêmes leurs aspects négatifs, donc ça reste pas satisfaisant. C'est pour moi plus satisfaisant que du nucléaire, donc que de la combustion de pétrole. Donc pour l'instant je pense que c'est la bonne, c'est une étape, c'est une bonne étape, mais il faut continuer à chercher. C'est le moindre mal, disons. En réalité, pour le chauffage, le meilleur chauffage, c'est de ne pas en avoir besoin, donc c'est plutôt de travailler sur la passivité de la maison. Ou sur des objets qui permettent de rendre une maison qui n'est pas passive. C'est pour ça que je travaille, moi, beaucoup sur la serre. D'accord. L'usage de la serre. Avec des systèmes de serre mobiles qui viennent prolonger la maison, qui viennent se plugger sur la maison, et qui viennent rapporter des calories. Et qui offre en plus en termes d'usage là, des espaces, des solutions pour les grandes problématiques de la tiny house et des micro-habitats en général, qui sont la condensation, l'humidité et les espaces techniques et où est-ce qu'on fait sécher ses fringues sales de pluie, parce que je dis ça parce qu'on est en Bretagne, où est-ce qu'on fait sécher son linge propre même, où est-ce qu'on laisse nos chaussures dégueulasses puisqu'on vit proche de la nature, donc la nature est sale. Donc on a besoin d'avoir des espaces pour tout ça, et les tiny elles offrent pas ça. Il y a un énorme problème là d'usage, d'ergonomie des maisons. La serre, elle permet ça, elle permet d'avoir un tampon entre l'extérieur et l'intérieur, de résoudre tous ces problèmes là, et en plus elle préchauffe l'air qui rentre dans la maison, et quand on ventile sa maison vers la serre, on fait bien sortir l'humidité. C'est comme une double flux en fait. On fait sortir de l'air vicié, on fait rentrer de l'air préchauffé. C'est vraiment le principe de la ventilation double flux. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour faire ça, et ça se fait naturellement. On peut voir déjà à quoi ça ressemble. Elle arrive, le prototype est mis en expérimentation là cette saison sur le camping. D'accord. Et à partir de septembre, chez une agricultrice en bio, qui habite à côté d'ici, qui vit déjà en cahute, et qui va expérimenter pendant tout l'hiver sur le Cap Fréhel l'usage de la serre. Elle est homologuée, c'est un châssis roulant avec c'est exactement la même chose qu'une cahute classique, sauf qu'elle est entièrement vitrée et qu'elle vient se pluguer à la maison. En gros, on est une maison là avec son timon, l'autre maison serre ici avec son timon de l'autre côté, les deux se pluguent, et donc la cahute de 3,30 m devient une seule et même surface de 7,50 m. Et ça fait une nouvelle pièce aussi. Ah oui, complètement, ouais. Ah bah c'est vraiment un jardin d'hiver, mais après on peut l'aménager, on peut y mettre la cuisine, on peut y mettre le salon. Génial. On peut vraiment penser la maison, c'est un peu ça l'idée en fait. Nous ici on a la serre que tu as vue, on a la serre qui communique avec deux tiny, une de 6 mètres, une de 3,30 m. C'est la serre dans laquelle on vit le plus en fait, très clairement.
qu'on utilise le plus. Et sachant qu'on peut installer plusieurs cahutes pour faire son petit village familial ou de... Et qu'on peut plugger plusieurs maisons à cette même serre. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de portes sur 3 côtés, un peu comme la Station Spatiale Internationale, quoi. Voilà, il y a ce centre sur lequel on peut venir plugger différentes maisons. Donc on pourrait aussi imaginer avoir 3 ou 4 maisons pluguées sur cette même base centrale, qui est ensuite déplaçable sur la route, pareil que la cahute. Donc on fait le voyage en 2-3 fois ou à 2-3 conducteurs. Je suis pas convaincu que faire le trajet en 2 fois soit plus compliqué que de le faire en 1 fois avec un énorme véhicule et avec tous les risques que ça représente. Oui, de mettre 50. Mais on fait quand même vachement gaffe à la météo. Enfin voilà, la bulle d'air quand on se fait doubler, elle est quand même importante. Et puis plus on tracte lourd, plus on prend des risques en cas de pépin, quoi. Quand on tracte une petite caravane d'1 tonne ou 1 tonne 2, et puis si on consomme tellement moins que le bilan est pas forcément plus mauvais. C'est marrant parce que à chaque fois que j'en parle dans des, enfin voilà, dans des médias, dans des articles, ça a tendance à générer vachement de réactions négatives, de colère et de trucs, comme si le fait qu'on défende un aspect, ça mettait en discussion tous les autres. Des choses que je trouve pas convaincantes, que je teste de façon différente, mais j'ai jamais prétendu que ma solution était la solution, en fait. Et puis heureusement, parce que aujourd'hui il n'y a aucun constructeur, enfin si un constructeur sort avec la solution parfaite pour tout le monde, il est foutu, les mecs, il ne pourra jamais répondre à tout le monde. Il va faire un burn-out avant même de commencer à aimer son métier, quoi. Moi je pense que la clientèle principale pour l'instant des tiny house, c'est les professionnels qui font de l'hébergement. Chose qui commence moi à me... Parce qu'on est plutôt là pour faire la maison des gens que pour faire de l'hébergement insolite. Alors pour moi il y a les gens qui trouvent pas ailleurs un habitat adapté à leur façon de vivre. Donc là je pense à une jeune femme qui est en fauteuil et pour qui on a fait une cahute adaptée. Elle a un vrai besoin de mobilité entre le sud de l'Espagne et le sud de la France. Et elle utilise vraiment cette mobilité. Enfin, elle traverse vraiment les Pyrénées tous les ans. Il y a des jeunes qui veulent garder une disponibilité à la mobilité parce qu'ils ne savent pas où le travail les portera. Et là, je pense à une jeune fille à qui j'avais livré une cahute au Luxembourg, qui était instite, qui commençait vraiment son travail d'instit et qui savait pas trop si ça allait le faire et si elle allait rester là-bas, si elle allait pas être mutée ailleurs après, parce qu'en début de carrière on bouge pas mal, donc elle voulait une maison itinérante. Et puis en fait sa prise de poste n'est pas bien passée. Comme elle avait des roues sous sa maison et comme elle avait la possibilité facilement, enfin en tout cas de pas se poser la question de son habitat, en tout cas de pallier son habitat et son travail, elle a quitté son poste à l'Éduc. Et elle est partie avec sa maison s'installer dans les Vosges, où elle est bergère. Et c'était une jeune fille qui n'aurait pas eu les moyens de s'acheter de toute façon une maison. Donc oui, là, il y avait un aspect économique, enfin premier achat, mais aussi mobilité possible. Il y a des codes à casser, des habitudes qui sont à casser pour comprendre tout l'intérêt, tous les avantages de vivre dans ce type de maison. Et c'est que globalement, on a du mal à se projeter. Enfin, quand tu as vécu dans un appartement ou dans une maison de 150 mètres carrés, c'est pas évident de se dire, bah, voilà, je vais passer à 10 mètres carrés ou 7 mètres carrés sur une maison qui roule en bois. C'est tout l'intérêt aussi de pouvoir les mettre en expérimentation, ces maisons. C'est que nous, on a un retour d'usagers, ça permet d'évoluer. Et les usagers, ils ont parfois des prises de conscience. Le confinement, c'est rigolo parce que ce confinement, il nous a tous fait prendre conscience de choses. On s'est tous rendu compte qu'il y avait des manques qu'on imaginait avoir et qu'on n'avait pas, notamment des manques de consommation, des manques de mobilité. Là, dans le cas de ma mère, effectivement, qui est venue se confiner avec nous en tiny, au bout de 3 semaines, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait rien du tout de sa grande maison. Et elle l'a vendue, quoi. C'est toujours pareil, elle était plus proche de l'extérieur. Elle était moins enfermée. On est moins enfermé dans un petit espace, de toute façon, puisqu'on y reste moins. Ouais. Y a rien de plus carcéral qu'une immense baraque avec des immenses baies vitrées, quoi.
ça donne l'illusion d'avoir aucun manque, et on reste à l'intérieur. Alors c'est cool, on peut faire du skate dans son salon, mais il n'y a plus de contact avec l'extérieur. Les personnes qui achètent, tes clients, c'est ceux qui ont déjà fait une expérience ou qui sautent le pas? Pas forcément. Moi, j'ai une drôle de façon de vendre mes maisons. Je veux surtout pas vendre une maison à quelqu'un qui va pas y être bien. Comme j'ai pas vocation, enfin, j'estime pas avoir vocation à fabriquer plein de maisons. Je pense que là, la demande sur Cahute, elle est tellement énorme que ça va sûrement passer dans les mains de quelqu'un d'autre, au moins sur quelques modèles, parce que ça devient trop gros en fait. Et c'est ni ma compétence, ni mon intérêt personnel. Je fais tellement gaffe à pas vendre quelque chose qui puisse pas correspondre aux gens, que je leur demande vraiment avant d'être convaincu. Ce qui me fait très peur dans le mouvement Tiny, c'est je ressens un peu une sorte de... Alors je dis mensonge, ça pourrait être vachement mal interprété, mais une confusion de départ qui est c'est une maison, mais qui en plus est mobile et qui en plus permet d'aller sur des endroits où on ne peut pas mettre une maison. Une tiny house, c'est pas une maison. C'est vraiment beaucoup plus petit qu'une maison. Il y a des choses qui manquent cruellement, notamment de la masse thermique. On en reparlera peut-être, mais voilà. Donc c'est pas une maison. Ça peut pas aller n'importe où. Et c'est de plus en plus cher les tiny. Enfin en plus. Donc si on est autoconstructeur, c'est un autre discours. Mais si on achète une tiny et qu'on veut dans un habitat sain et sûr, et voilà. Vaut mieux pas s'acheter une tiny dans ce cas-là. C'est quand même un mouvement d'autoconstructeur au départ, la tiny house. Et c'est assez logique que ça le soit. Après, quand des gens comme moi aiment en faire parce que c'est génial à construire et à penser, et en font leur métier, ça a du sens. Mais si on les fait avec des bons matériaux, qu'on paye bien les gens avec qui on travaille, qu'on achète des matériaux locaux et tout ça, oui, ça se met à coûter cher en fait, c'est normal. Et en même temps, c'est justifié qu'on le fasse, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés par la tiny et qui vont pas eux-mêmes construire, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que ça les intéresse pas. Enfin. C'est pour ça que je préfère, moi, dire à mes clients que ce qu'on fabrique, c'est des caravanes. Il y a des gens qui décident de vivre en caravane, mais ils n'ont pas l'attente d'une maison. Ils ont l'attente d'une caravane. La caravane la plus vivable possible. Et c'est pour ça que le côté van life, moi, me convient davantage. On décide de vivre en van, on décide de vivre dans tout petit. C'est plus intéressant d'étudier pourquoi les gens veulent être dans tout petit, qu'est-ce qu'ils y cherchent, plutôt que d'essayer de maximiser un truc roulant. Si on ne cherche pas un truc tout petit, un truc proche de la nature, un truc mobile, ça va pas être une bonne expérience. Et c'est pas pour rien qu'il y a autant de tiny à vendre d'occasion, autant de projets d'autoconstruction qui s'arrêtent à mi-chemin. Il vaut mieux 30 mètres carrés sur des technopieux avec un mur un mur en terre compressée à l'intérieur ou en adobe ou quoi, et un gros poêle à bois, que une tiny quoi, si on doit pas bouger. Enfin, le business B&B en tiny, il se sépare vraiment entre les gens qui font de l'insolite, et là, à mon avis, c'est un écueil, faut surtout pas faire ça. Et les gens qui font de l'expérientiel, c'est horrible comme mot, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on le market. Et ça marche très bien. Et en fait, il y a tellement de gens qui veulent vivre en tiny, qui font vraiment le tour de France des tiny house, quoi. Donc quand on a une tiny en location, il y a plein de gens qui viennent dedans pour tester, pour imaginer la leur. Après, le risque, c'est que, comme tout ce qui naît du marché, c'est que l'offre et la demande soient complètement plus en rapport, quoi. C'est comme pour les constructeurs, on est vachement de constructeurs pour finalement pas tant de demandes que ça. Ce qui fait l'identité de la boîte, c'est déjà l'homologation, parce qu'aujourd'hui je reste encore le seul à homologuer des tiny house comme des caravanes. Donc ça, c'est vraiment central. Donc c'est pas non plus la taille qui va faire la différence, parce que je pense que là, dans les mois à venir, il va y avoir plusieurs petites tiny house ou caravanes en bois, en fait, on ne sait plus trop comment les nommer, mais qui vont être présentées. Et il y a quand même une technique de construction qui est vachement particulière chez nous. Le fait que l'ossature reste visible, en fait, il n'y a rien qui est caché dans la maison, quoi. L'ossature est visible.
Ça, c'est hyper contraignant pour un constructeur. Hein. On va jusqu'à la finition sur notre ossature, chose qu'on ne fait pas jamais dans la construction bois. Ça permet d'envoyer des pointes de traviole. Après, il y a les cols, les peintures qu'on utilise. Il y a le fait d'être qu'en liège et sans pont thermique, donc c'est vraiment une couverture unique. C'est pareil, ça génère des complications. En gros, pour simplifier, c'est pas une maison de charpentier. C'est plus une maison de menuisier. D'accord. Donc, c'est une maison qui est plus pensée comme une chaise ou comme une table, un objet fin et délicat qui ne doit pas se casser au fur et à mesure de son utilisation. Du coup, faire une tiny comme une maison, je pense que c'est pas la bonne. En tout cas, j'ai pas envie de le faire comme ça. J'avais lu qu'il y avait surtout de la modularité dans les prochains développements qui étaient prévus. Alors l'idée, c'est de travailler sur la modularité, sur les énergies aussi. Et sur la masse. Il y a un défaut de masse sur les habitats légers, fatalement quoi. Ils sont légers, donc donc ils sont pas lourds. Et s'ils sont pas lourds, ils stockent pas les calories. On a un déphasage qui est limité. Et cette absence de masse, elle crée aussi un problème et de confort d'été et de capacité à stocker les calories l'hiver. Pour moi, la prochaine étape, et l'étape qu'on va aborder là, dès le mois de septembre, continuer à penser et à développer le système d'isolation et de masse de la maison. On a déjà des très bonnes performances en fait avec cette maison. On a des meilleures performances d'été qu'une tiny house isolée avec 10 cm de biofibre trio ou de laine de bois. On a plus de déphasage finalement, ce qui est surprenant. Il fait frais en fait l'été à l'intérieur. On peut dormir en mezzanine par exemple. Et l'idée c'est de continuer ça et de travailler sur des systèmes d'énergie bois, mais pas à l'intérieur de la maison, à l'extérieur avec des systèmes de récupérateurs de chaleur. Parce que il faut qu'on sorte du pétrole, il faut sortir du gaz quoi, rapidement. Nous, si on reste dans l'homologation, on ne peut pas homologuer un poêle à bois à l'intérieur. Okay. Et puis il n'y a pas de poêle à bois qui soit... Enfin, c'est pas satisfaisant. Ça chauffe très vite. En fait, on est trop petit pour mettre un gros poêle à bois. C'est ça. Si on met un petit poêle à bois, c'est la guerre du feu quoi. On met des brindilles dedans, donc il faut l'alimenter tout le temps. Parce qu'un poêle à bois, il fonctionne bien que s'il tire au maximum en fait. Un poêle à bois, c'est bien, mais il faut de la masse pour stocker les calories. Là, je l'ai vu chez une jeune fille qui vit en cahute. Elle a un petit chauffage, donc un radiateur, un Truma au gaz. Je lui ai rajouté par-dessus une tablette. Moi, je fais des tas de lactes et des enduits chauds. Donc, je lui ai fait une tablette assez épaisse, à la chaux, assez dense. Et elle a gagné 2 degrés le matin au réveil, avec et sans cet élément de masse. En fait, l'isolation, c'est pas des questions de quantité, c'est des questions de dosage et d'équilibre. Mais comme l'isolation thermique, c'est les 5 premiers millimètres qui font 50% du boulot. Donc après, c'est quel type d'isolation, quel sandwich on invente, avec quelle propriété, où sont nos problématiques. Nous, la principale problématique, c'est l'humidité. Penser l'isolation par des laines, alors que notre problème, c'est l'humidité, je pense que c'est une connerie, par exemple. Il faut des isolants qui ne se dégradent pas. Penser l'isolation au froid sans penser l'isolation au chaud, ou la perméance des murs, je pense que c'est une connerie. On peut avoir des très bonnes performances avec de la mousse polyuréthane si on pense même pas, même si on sort de la problématique d'isolant naturel ou biosourcé. La mousse PU, c'est génial pour le froid. Mais pour le chaud et pour l'eau, c'est une catastrophe. Donc si on pense l'isolation qu'avec le facteur froid, en fait, dans le confort et dans le bilan global de la maison, on se plante. En tout cas, l'expérience que j'ai eue, alors qu'il faisait très très humide hier, c'est qu'à l'intérieur... Il fait sec. Il fait sec, ouais. Mais ça, c'est aussi le bois peut-être qui absorbe une partie. Ouais, alors le bois, ça marche, mais c'est pareil, ça dépend comment on le finit. Puis ça dépend avec quelle peinture. Avec une peinture à l'ocre ou une peinture de caséine, il va continuer à garder sa capacité à gérer l'hygrométrie de la pièce. Si on met des huiles aussi, si on met des vernis acryliques et tout ça, il le perd, mais il le perd immédiatement et ça se ressent immédiatement. Tout bête, mais le fait de l'entretenir, le fait de passer de la cire sur sa maison, on connaît sa maison par cœur. S'il commence à y avoir un problème d'humidité, de trucs, de dégradation, d'insectes, je sais pas, on le voit tôt. On commence à réfléchir à une fédération de l'habitat réversible. Ça a été à l'initiative d'Amolégé, qui est une super assoce qui fait un travail de dingue, c'est incroyable. Ils sont tous hyper jeunes, hyper structurés. Ils sont vraiment marrants quoi. Ils sont 1000 fois plus structurés que nous. Et ils étaient dans le sud, là ils arrivent en Bretagne, donc il y a cette idée d'aller de créer des projets avec eux, soit des espaces d'expérimentation ou des espaces d'accompagnement des autoconstructeurs, des espaces de formation.
et puis de faire un travail aussi d'information et de promotion auprès des collectivités, des institutions en général. La tiny house, enfin les habitats mobiles, c'est des super outils pour créer de l'habitat groupé. Et à vrai dire, quand on voyage, c'est ce qu'on fait naturellement. Je vais repasser le premier trip un peu urbain de je suis seul, la photo Instagram quoi. Je suis seul face à un paysage magnifique et je réfléchis à des choses profondes. On le fait un peu, le temps de 2-3 photos quoi. Et puis en fait après, on a vite envie d'être avec les autres. Pour pas être seul, il n'y a rien de tel que le voyage quoi. On n'est jamais tout seul quand on voyage, on passe son temps à rencontrer du monde. Mais en tout cas, c'est un super moyen de pouvoir tester une vie collective. La tiny, c'est génial pour ça, c'est le côté je viens mais sans pression parce que je peux partir en fait. Donc ça permet de désamorcer plein de problématiques de voisinage ou de vie dans le groupe ou de gens qui arrivent et qui ont tendance tout de suite à mettre leurs barrières et délimiter leur espace et protéger leur intimité parce que peur de l'invasion. C'est un super habitat réversible évidemment puisqu'on n'impacte pas le terrain. Ça permet après de changer de voisin, d'utiliser la modularité, de donner accès à un habitat qui correspond aux besoins à un moment et de lui rajouter ensuite d'autres cellules quand le besoin change. Puis les gens qui s'installent en tiny, même s'ils cherchent au départ un terrain seul, ils sont beaucoup à aller rapidement vers des terrains groupés. Pour tout un tas de questions. Il y a le fait qu'on se protège, Ouais. il y a le fait qu'on se structure aussi avec l'aide des autres. On peut mutualiser des choses qui manquent fatalement quand on a une maison qui fait que 7 ou 15 mètres carrés. Et les collectivités locales, comment elles reçoivent Les collectivités, si on leur parle de mobil-home ou de caravane, ils paniquent. Ils galèrent tellement à essayer de justifier d'un côté la discrimination envers les gens du voyage, parce que c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, comment remettre dans les règles des aménagements passés. Que si on leur parle caravane ou mobil-home, ils paniquent. Et en fait, aujourd'hui, si on leur parle tiny house, ils paniquent exactement pareil. Quand on leur parle d'habitat réversible, c'est différent. Et si on leur parle justement de cette dimension écologique et citoyenne de l'habitat réversible, au moins on leur dit un truc nouveau qu'ils connaissent pas, et ils sont intéressés parce qu'en fait, ils ont vachement besoin de nous pour le faire. Quand je dis nous, c'est pas nous constructeurs, c'est nous... les gens quoi. Les citoyens, enfin les gens qui vivent. Oui, société civile quoi. Ou monde associatif, enfin ils ont vraiment besoin de nous pour le faire, ils ont envie. En fait, ils ont le discours maintenant les politiques. Donc maintenant ils ont vraiment besoin de nous pour pouvoir le faire parce que ils parlent encore de développement durable et il faut vraiment les accompagner pour qu'ils d'une part qu'ils puissent développer ces notions et puis qu'ils aient des gens sur qui s'appuyer, des pros ou des passionnés ou des amateurs éclairés. Sinon, ils n'auront jamais que les banquiers et les promoteurs avec qui parler. Donc il faut absolument qu'on soit là aussi pour parler avec eux. Merci beaucoup Thomas et puis à très bientôt. Je vais te suivre attentivement parce que je suis impatient de voir ces maisons serres.